C'est le retour de la pause pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes trois invités, Samson Maololo Arija, Louis Kamako et Zana Sadio Hichou. Avant la pause, on analysait donc le Tchad où les députés ont adopté la modification de la Constitution. Désormais, ce n'est plus un quinquennat mais un septennat renouvelable sans cesse. L'autre particularité, c'est l'introduction d'un poste de vice-premier ministre. Et puis, comme je le disais, avant la pause, eh bien désormais, Zana, les ministres deviennent des justiciables qui ne sont plus protégés s'ils se rendent coupables de crimes économiques ou autres pendant l'exercice de leurs fonctions. C'est une innovation? En soi, c'est une innovation parce que ce à quoi on a l'habitude, c'est de voir une haute cour de justice pour juger les ministres, c'est-à-dire ceux qui sont en fonction. Mais si aujourd'hui, avec cette réforme constitutionnelle au Tchad, il faut que les ministres répondent devant des tribunaux de droit commun, je pense qu'en principe, on peut le concevoir comme une innovation en soi. Toutefois, on va se demander comment cette mise en œuvre sera. Est-ce qu'elle sera réellement effective? Est-ce que, par exemple, on pourra, dans le cadre d'une procédure classique, interpeller un ministre, le mettre en garde à vue pendant qu'il est en plein exercice de ses fonctions? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, j'espère que ce n'est pas de l'enfumage et qu'on pourra vraiment respecter la procédure de droit commun pour un ministre en exercice, ce en quoi je n'y crois pas vraiment. Est-ce que c'est, par exemple, une disposition comme celle-ci, c'est juste mis là aussi pour que les gens ne regardent pas trop la modification du quinquennat en septennat? Oui, ça peut être ça. Parce que finalement, les gens vont dire, bon, que tout n'est pas mauvais dans le mauvais. Test. Oui, au moins il y a un côté positif, c'est-à-dire le fait de retirer l'immunité aux anciens ministres, aux ministres. Je crois que ça, au moins, c'est quelque chose qu'on peut saluer. Parce que, comme l'a dit, on peut facilement poursuivre, en fait, ces membres du gouvernement-là en cas de crime économique. Parce que souvent, ce qui fait reculer nos pays, ce sont des crimes économiques. Quand on parle de crimes économiques, on parle des détournements de deniers publics, on parle de la corruption, on parle de tout. Donc c'est que ça, quand vous avez ces ministres-là qui sont aux affaires, c'est des gens qui servent justement sur cette immunité-là pour, entre guillemets, faire de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ils ne bénéficient plus de cela. Ça va leur permettre en fait d'être un peu modérés dans leur façon de faire désormais. Donc ça, au moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un point positif. Et là, comme le disait Sana, encore faudrait que cela soit effectif dans la mise en œuvre. Globalement, le test, on connaît les partis qui vont faire débat et je sais que ça s'anime très, très vivement sur les chaînes de télévision, enfin sur les médias camerounais. Mais quand on prend le jeu même de la modification, aujourd'hui, Idriss Déby, est-ce qu'il se dit, bon, je n'ai plus véritablement d'opposants, je peux foncer, en face c'est Maïs. Côte d'Ivoire. S'il le dit en face c'est Maïs, je pense que c'est peut-être de la naïveté, je ne pense pas qu'il le dit. N'oubliez pas que son père est quand même mort au front, avec une rébellion qui a surgi de nulle part pendant une année et qui a menacé de pouvoir prendre le pays. Donc je pense qu'il ne pense pas qu'en face il y a Maïs. Mais il se dit quand même qu'au point de vue de l'opposition politique, actuellement son principal adversaire est en prison. Mais il ne doit pas négliger l'opposition militaire qui continue, qui elle est bien là. Nous avons le frère de Yaya Dilo, qui est actuellement du côté du Soudan et qui a toujours menacé de rentrer en N'Djamena dès que possible. Et il n'a plus la protection toute puissante de la France comme son père l'avait eu à l'époque, où on se rappelle qu'à plusieurs reprises, il a fallu que l'aviation française bombarde les positions rebelles pour que ceux-ci ne prennent pas le palais présidentiel de N'Djamena. Donc, en face, il n'y a pas Maïs, mais il y a une volonté réelle qui est Maïs. Maintenant, est-ce qu'il pourra y arriver? J'en doute fort. Je pense que le Tchad est l'un des pays les plus riches de la zone CEMAC et en même temps l'un des pays les moins développés aussi. Je pense qu'il est temps quand même que le peuple tchadien, qui a beaucoup souffert, guerre civile, l'annexion de Kadhafi par ici, ait au moins le droit à pouvoir s'exprimer librement dans son pays et à pouvoir contribuer véritablement au développement de ce beau pays.
On va passer maintenant au Burkina Faso. Je l'annonçais en début, 4 jours fériés supprimés pour faire des économies, pour renflouer donc les caisses de l'État. Le gouvernement burkinabé a décidé de réduire le nombre de jours chômés de 15 à 11. Un projet de loi a été adopté le 11 septembre. Il permettrait aux autorités de réaliser des économies selon les estimations de 17 milliards de francs CFA par an. C'est le ministre de la fonction publique qui a fait l'annonce pour les jours concernés. On parle du 3 janvier, jour de la commémoration du soulèvement populaire, du 5 août, jour de la proclamation de l'indépendance, du 31 octobre, journée des martyrs, date de renversement de Blaise Compaoré, et la date du lundi de Pâques. Louis Kamako, il ne vous a pas échappé que cette actualité où le Burkina supprime les jours fériés arrive quelques jours après une même proposition faite en France par l'ancien Premier ministre qui a été renversé. Les Français ne l'ont pas du tout accepté parce que les travailleurs aiment les journées chômées. Oui, bien sûr, ils aiment les journées chômées parce que ça leur profite, ça leur permet d'obtenir ou bien de prendre une petite pause, de se requinquer et de reprendre le lendemain. Mais sauf que dans le contexte africain, on a été toujours d'accord, on a été toujours unanime qu'il y a tellement trop de jours fériés. En fait, quand on observe en fait l'environnement du travail ou bien l'environnement administratif en fait en Afrique. Et souvent, on a été très regardant en disant qu'il serait souhaitable justement de réduire le nombre de jours fériés. Et aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui monte la voie. C'est vrai, vous l'avez dit, vous avez cité tout à l'heure ce ministre de la fonction publique ou de finances que les jours fériés ou bien les jours chômés coûterait plus de 17 milliards de francs CFA à l'État burkinabé chaque année. Je pense que c'est beaucoup d'argent pour un pays qui est classé parmi les pays les moins avancés. Et donc, le Burkina Faso, ou bien le président Ibrahim Traoré, a senti aujourd'hui le besoin de renflouer les caisses de l'État et en faisant travailler davantage les Burkinabés. Pour moi, je pense que c'est une innovation salutaire, c'est une innovation majeure. Et quand vous voyez, vous en trouverez que ça a une retombée économique, mais derrière, je pense que c'est une façon aujourd'hui pour le président burkinabé de réconcilier les Burkinabés entre eux-mêmes. Parce que quand vous voyez les célébrations, bien les commémorations qui ont été supprimées, ça tend vers une mesure qui incite en fait à la réconciliation nationale. Parce que quand on vous parle aujourd'hui du 30 janvier, qui est une commémoration du soulèvement populaire, on vous parle de jour des martyrs et tout, c'est des fêtes en réalité qui ont une connotation entre guillemets laudative pour moi. Parce qu'il s'agit justement de célébrer une tierce personne, il s'agit justement de rendre louange à quelqu'un qui à un moment donné a servi à quelqu'un. Il y a aucun humain ne fait jamais l'unanimité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Blaise Compaoré aujourd'hui au Burkina Faso, je ne pense pas que Blaise Compaoré ferait l'unanimité. Donc on ne peut pas continuer justement par célébrer des dates du genre. On veut justement mettre de côté... Mais c'est son renversement qui est aussi célébré. Oui, mais justement, c'est son renversement qui est célébré. Mais je ne pense pas que tous les Burkinabés sont aujourd'hui d'accord par le fait que Blaise Compaoré soit renversé. Donc si vous voulez que le peuple se réconcilie envers lui-même, vous voulez que le peuple justement retrouve ce qu'on appelle la fibre patriotique pour regarder d'une seule direction, il va falloir supprimer des dates du genre, des célébrations du genre. C'est pour ça que je trouve que derrière cette décision, il y a cette volonté-là pour le président Ibrahim Traoré de réconcilier ou bien de mettre en branle ce qu'on peut appeler un processus ou bien un processus de réconciliation qui va toucher tous les tréfonds du Burkina Faso. Zana Sadio, est-ce que le problème africain, c'est les jours chômés? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, étant de formation en économie, notre plus grand problème, c'est les détournements de fonds, de deniers publics. Et c'est plus ça. Et lorsqu'on calcule le montant colossal de fonds qui vont dans les paradis fiscaux,
je veux parler de l'évasion fiscale, tout ça là. Je crois que si on arrive à régler le problème de la corruption, le problème de l'évasion fiscale, ce serait déjà une manne importante pour nos budgets en Afrique. Je ne pense pas que le Burkina, c'est 17 milliards qui va faire le changement sur le plan budgétaire, sur le plan économique. Et j'ai plus tendance à aller dans la version politique, d'apaisement politique, de réconciliation que M. Kamako a avancé. Toutefois, moi j'ai toujours questionné le sens de certaines journées qui sont fériées, notamment les lundis de Pâques, les lundis de Pentecôte, oui, se reposer pour avoir fait quoi? Pourquoi forcément cette date-là? Et permettez-moi de placer quelque chose qui n'est pas forcément dans le sens du sujet. Et pendant que nous célébrons, nous fêtons, nous férions ces fêtes dites chrétiennes, il n'y a pas une seule journée consacrée à nos cultes endogènes. Oui, ça c'est aux politiques de... Je crois que c'est quand même un paradoxe. Oui. Le Bénin a eu quand même l'idée très intéressante de consacrer une journée au culte vaudou, mais je crois aussi que nous pouvons en faire autant. Il y a des cultes endogènes qui ont précédé l'arrivée des colons, l'arrivée des autres religions et qui les ont importés chez nous. Pourquoi nous ne valorisons pas comment on appelle ça, nos cultes? Au même moment, nous sommes les champions du panafricanisme. Il revient aux adeptes de culte vaudou de faire la demande et on en jugera. Non, c'est une politique. C'est au niveau des politiques que cela doit être décidé. Vous le dites. Non, ce n'est pas. Non, vous savez, ce n'est pas un représentant on est dans un État laïque. Moi, je ne suis pas forcément. Justement, on est dans un État laïque. Voilà. C'est pourquoi on ne doit prioriser aucune religion. Moi, je pense aujourd'hui que les religions chrétiennes et musulmanes sont priorisées dans le calendrier des fêtes fériées. C'est une question de foi aussi, d'appréhension. Il y a des gens qui ont honte. Vous m'excusez de parler aussi de façon triviale. Il y a des gens qui ont honte d'afficher leur foi. Vous êtes sûr? Il y a des gens... Avec tous ces pléthores d'autorités qui sont allés à la fête. Parlez dans le micro. Mais Pessoso, ça n'a rien de... C'est une fête traditionnelle. Ça n'a rien de religieux. Il n'y a pas de divinité. Non, Pessoso n'a rien de religieux. C'est la tradition, en fait. Laissez ceux qui sont allés à Pessoso. Revenons au débat, si vous permettez. Revenons au débat, si vous permettez. Oui, revenons au débat, si vous permettez. Alors, la question des jours chômés, ça fait quand même... Il y en a beaucoup dans le calendrier. Quand on le prend en vrac, le Burkina en a enlevé 4, mais quand on compte, on en a énormément. Est-ce que c'est un vrai débat qu'il faut poser aujourd'hui? C'était 15 au départ. Donc il en reste 11 maintenant. Est-ce que c'est les jours fériés qui feront une différence dans le budget? Non. Clairement non. Il y a des pays très avancés comme la Suède qui ont plus de jours fériés que le Togo par exemple. Mais on ne peut pas comparer. C'est-à-dire, ce n'est pas ça. Il y a même des pays en Asie où la journée de l'enfant est fériée. Oui. C'est-à-dire, vous imaginez un peu. Mais ces pays n'ont rien à envier à nos pays. Je pense que c'est la qualité du travail. Il y a beaucoup de choses. Mais pour revenir à l'État, c'est 0,5% de l'argent du budget qu'on veut sauver. Et c'est une estimation parce qu'on ne sait pas vraiment combien ça coûte. On suppose que si ce jour-là avait été ouvert et qu'à régime normal, les gens venaient comme ci, comme ça, on devrait avoir ça. Maintenant, ce qu'on dit aussi, c'est que la journée sera des journées de commémoration, c'est-à-dire que les gens vont travailler sans pause et partir vite à la maison. Donc il y a quand même une partie de la journée, peut-être à 14h, 15h, les gens pourront rentrer chez eux. Mais moi, je vais rejoindre Zana en disant, nous avons hérité des jours fériés du colon. C'est le calendrier du colon que nous utilisons. On utilise un calendrier grégorien. J'ai été à Niamey, le lundi de Pâques est férié, dans un pays où il y a 0,5% de chrétiens. Parce que le colon à l'époque voulait quand même à l'époque, ce jour-là, se reposer. Donc il a décidé que le lundi de Pâques serait férié et à 98% musulmans, ils ont choisi de garder ça après, comme ça. Je pense que dans un État laïque, il ne devrait pas avoir de fêtes religieuses fériées. Ça, c'est à mon humble avis. Je pense que lorsque vous allez travailler, aussi bien pour l'État que pour un privé, vous pouvez déclarer votre religion et avoir 3 ou 2 jours dans l'année pour aller faire. Tout à fait. Parce que laissons même de côté forcément les religions endogènes. Aujourd'hui en Afrique, on a plusieurs religions. On a les équistes, on a les gens de la foi Baha'i. On a même plutôt de religions qui, eux, n'ont pas de jours fériés, alors que dans leur rite, il y a des jours où ils sont censés ne pas aller travailler. Mais ils ne pourront pas parce que l'employeur va dire ce jour-là n'est pas férié sur le calendrier.
Je pense que le mieux, il y a des fêtes nationales. Moi, je suis pour qu'on instaure en Afrique, par exemple, une journée où on se rappelle de l'esclavage. Il n'y en a pas dans tout commémoration. Il n'y a pas une seule journée. Une journée fériée ou bien commémorative? Elle est deux à la fois. Et il y a des fêtes nationales, l'indépendance, des journées où on se rappelle de la... les martyrs, par exemple, chez nous. Important. L'esclavage, ça a quand même saigné nos pays. Je suis même d'accord qu'on férie le jour où Christophe Nassingala est venu signer le papier qui a donné naissance au Togo moderne. Mais les jours fériés, les jours religieux, non, laissez les gens. Si je suis chrétien, je dirais à mon employeur que je suis chrétien. Noël, je vais le prendre. Si quelqu'un de la foi Bahaï en mars, quand il va commencer son jeûne, et pendant ces jours fériés, ça va mieux fluidifier nos essence dans nos pays. Ça, c'est mon humble avis. Parce que les calendriers, là, c'est des calendriers coloniaux auxquels on n'a pas touché. En fait, on n'a touché à rien après l'indépendance. On a voulu transposer l'état colonial inachevé, qui est un projet inachevé, et on a voulu en faire des états modernes. Et ça nous crée tous les problèmes du monde jusqu'aujourd'hui, sur le plan politique, économique. Partout, on a les mêmes problèmes. Il est temps maintenant qu'on s'assied, qu'on puisse réfléchir à ces questions. Parce qu'en Afrique, il y a très peu de pays qui ont osé toucher. Je me rappelle, je pense que c'est en début de semaine, je partageais avec des amis une carte de vœux de l'Éthiopie. Est-ce que vous savez que l'Éthiopie, c'est en début de semaine qu'ils sont rentrés en 2018? Oui. L'Éthiopie est en l'an 2018, pas en 2025 comme nous. Moi, j'étais en Éthiopie il y a à peu près un an. À l'aéroport, je voyais Happy New Year 2017. Donc, c'est 2017 à l'époque. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi de façon béate ce que tous les autres ont suivi. Maintenant, est-ce que c'est un débat qu'il faut reposer? Non, le débat doit se reposer et on doit en débattre sérieusement. Surtout que c'est fait par quelqu'un qui se proclame bien, qui se réclame panafricaniste. Je crois que c'est le mot, parce que vous l'avez, on a tous reconnu que ce sont des commémorations qui sont arrimées à un calendrier colonial ou bien un calendrier occidental. Aujourd'hui, mais dans leur cas précis, à part le lundi de Pâques, les autres jours, c'est leurs propres événements. Oui, c'est pas lié au calendrier. Je pense à part lundi de Pâques, ils ont enlevé le soulèvement populaire, ils ont enlevé les martyrs. Le troisième, je vais le retrouver, mais c'est pas tellement lié. Journée 5 août, jour de la proclamation de l'indépendance. Oui, je pense que... Donc ça, c'est leur date à eux, oui, mais religieux. Oui, mais on peut en faire justement une date de recueillement. On peut juste choisir cette date-là pour se recueillir comme il a décidé d'ailleurs. Donc pour moi, il s'agit pour un président de se démarquer en fait de tout ce qu'il y a comme... symbole colonial aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'indépendance, c'est juste pas parce qu'à un moment donné, les Burkinabés ont été colonisés, ils ont revendiqué leur loi, on leur a donné l'indépendance. Donc il faut fermer cette page-là. L'indépendance, on l'a eu, tant mieux. Maintenant, il faut juste s'en souvenir et continuer la lutte. Je crois que c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que c'est toujours la quête de l'identité burkinabé. C'est-à-dire que la recherche de la souveraineté nationale qui revient toujours avec Ibrahim Traoré quand vous le voyez prenez ce genre de décision. C'est un président aujourd'hui qui veut prendre cette distance vis-à-vis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui peut avoir comme une teinture occidentale. C'est en cela que je trouve que cette décision, pour moi, à mon avis, elle est salutaire, même si je suis d'accord avec mon co-débatteur quand ils soutiennent que ce n'est pas justement en supprimant les jours fériés que nous allons essayer de renflouer véritablement les caisses nationales. Parce qu'on l'a dit, c'est une question de gestion après tout. Il y a des gens qui travaillent à longueur de journée, il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Vous verrez des gens qui vont du boulot de lundi à dimanche. Mais quand vous voyez, parfois les caisses de l'État sont vides parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense que le bien de l'État lui appartient tout seul. Il vient, il puise dedans et il fait ce qu'il veut. Le ministre de la fonction publique a estimé, je l'ai dit en ouverture, 17 milliards d'économies qui représentent 0,5% des dépenses de l'État. Et il dit que le ministre de l'économie a fait une étude où on dit que chaque jour férié coûte à l'État 4,22 milliards de francs CFA. Mais on ne nous dit pas combien perd l'État un jour ouvré. Oui, c'est ça qu'il s'agit. On ne peut pas faire des analyses dans un seul sens. Et vous l'avez tantôt aussi dit, parce que le repos est très important aussi dans la vie des travailleurs. Et je pense sincèrement que 4,5 milliards multipliés par 15 ou bien multipliés par 4 parce qu'il s'agit
uniquement de 4 jours qui sont enlevés, et 0,5% des dépenses, c'est comme une goutte, à mon sens, dans la mer. Qu'est-ce qui va être changé avec ces 17 milliards là qui seront de soi-disant économies? Et il faut aussi faire le pour et le contre. Qu'est-ce qui est perdu en décidant de travailler ces journées-là aussi? C'est un pour, c'est le pour. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que les travailleurs vont gagner en efficacité? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est le sens en réalité des jours fériés, au-delà de l'aspect de commémoration d'un fait politique, historique ou religieux. Quand on voit comment les travailleurs, quand un jour chômé arrive, on est content. Donc il faut se dire que ça fait aussi du bien à l'humain, et ces aspects-là, il ne faut pas les négliger non plus. Oui, le capital humain est d'une grande importance. Et au-delà de ça, je repose la question, quelle est la méthode qui a été utilisée? Parce qu'un jour férié est souvent un jour de grande consommation aussi, de consommation de nourriture, de consommation de boissons, et cela aussi engrange des taxes pour l'État. Donc, en économie, souvent, et Zana pourra me contredire si je dis du n'importe quoi, mais en économie, souvent, tout dépend de la méthodologie qu'on a utilisée. Je peux vous démontrer tout et n'importe quoi, ça dépend de ce que j'utilise comme méthodologie. Donc, quelle méthodologie ils ont utilisée? Il faudrait peut-être qu'ils soient plus clairs sur ça pour qu'on sache vraiment que ça rapporte 18 milliards et à quoi va servir les 18 milliards. Ce n'est pas beaucoup. Ça peut servir à quelque chose, mais c'est des estimations. Et je le répète encore une fois, un jour férié, c'est souvent un jour de grande consommation. Ils boivent, peut-être pour ceux qui boivent plus d'alcool, dans les bars, ils mangent plus. Et ça aussi, l'État en grand des par là. Donc, au-delà du capital humain, il y a aussi des impacts économiques positifs d'un jour férié. Et ça, bon, je pense que je vais peut-être rejoindre Louis en disant que peut-être les jours qui ont été enlevés ont des jours à connotation symbolique qui peut-être ne sont pas rassembleurs. Et là, je pourrais comprendre. Mais l'argument de l'économie, cela ne tient pas vraiment sur toute la route. D'accord. Dernier sujet, c'est le Togo. On va parler maintenant de l'interpellation de l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Nyakade. C'était dans la journée du jeudi dernier. L'information a commencé par fuiter avant de se confirmer. Elle a été interpellée et est gardée pour des investigations. Louis Kamako, votre journal l'a écrit sur son interpellation. D'ailleurs, dans la journée de ce vendredi, des rumeurs ont commencé par circuler comme quoi elle serait retournée chez elle. Rumeurs qui ont rapidement été démenties. Elle est toujours gardée. Est-ce que vous avez quelque idée que ce soit de ceux dont on lui reproche? Et pour nos téléspectateurs, je l'ai dit, c'est l'ancienne ministre des Armées qui, depuis quelques semaines, a fait des sorties dans lesquelles elle a critiqué ouvertement la gouvernance actuelle et appelé au départ ou à la démission du président de la République. Est-ce que c'est tout cela qui lui vaut aujourd'hui d'avoir maille à partir avec la justice? Non, mais je crois que, comme tu l'as dit, c'est un sujet sensible parce que, surtout que jusque-là, le parquet ne s'est pas prononcé sur le dossier. Tout le monde va de son propre commentaire. On est en train de spéculer là-dessus. Mais comme tu l'as dit, le contexte dans lequel la dame a été arrêtée laisse à croire que c'est justement pour ses prises de parole, pour ses prises de position contre un régime qu'elle-même elle a aidé à servir, ou bien qu'elle a aidé à consolider, qui justement qui lui ont fallu cette interpellation. Bon, je ne sais pas s'il faut parler d'interpellation ou bien d'arrestation. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun document, il n'y a aucune réaction officielle de la part des autorités. Mais ce qu'on sait, je crois que tu l'as dit, Madame Nyakade serait, peut-être jusque-là on va au conditionnel, personne n'a les moyens de vérifier de telles informations. La dame serait gardée à la DCPJ pour des enquêtes. Elle a été arrêtée le mercredi et dans la nuit tardive, des rumeurs couraient selon lesquelles elle aurait été libérée, mais ça n'a pas été le cas, c'était plutôt une fausse information. Parce que ce qui a suivi le lendemain, c'est que les perquisitions se sont poursuivies dans sa maison. On parle même de l'interpellation de son fils, voilà, son Jonathan Nyasingbe. Voilà, qui serait libéré hier vendredi. Bon, jusque-là, c'est toujours conditionnel.
Mais je crois que c'est une arrestation qui vient dans un contexte assez tendu. Qui vient dans un contexte tendu, je le dis, parce que au moins nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui le Togo est secoué par une crise politique, provoquée ou bien créée par des blogueurs à l'étranger. Donc je crois que là au moins on peut le concéder, même si même si, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune sortie officielle sur le dossier. Donc la dame, elle a été arrêtée, vous l'avez dit, dans des conditions peu orthodoxes, parce que je parlais tout à l'heure de perquisition. Mais quand vous voyez les informations qui sont distillées ici et là, il n'y avait pas eu de mandat de perquisition. Donc je pense que... bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. Zana, peut-être revenir si l'occasion me permet. D'informations officielles laisse libre cours aux supputations les plus abracadabrantes. On ne sait pas démêler le vrai du faux. C'est quand même une personnalité qui a été prise. C'est l'ancienne ministre des Armées, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que j'ai pas envie d'employer l'expression état normal, le Togo est un état normal, mais est-ce que en situation normale, le procureur ne devrait pas se prononcer pour situer l'opinion? Oui, avant de répondre, il faut dire que le Togo actuellement ne connaît aucune situation de blocage. Parce que c'est comme ça qu'on décrit lorsqu'on parle de crise. Il n'y a aucun blocage à aucun niveau au Togo. Les institutions de la République fonctionnent. Les agents économiques, qu'ils soient personnes morales ou personnes physiques, s'adonnent librement à leurs activités. Il y a plutôt une agitation sur les réseaux sociaux, au plus vrai sens du terme actuellement. En tout cas, moi, dans l'exercice de mes activités, je ne rencontre aucun blocage. Et les gens de mon entourage aussi n'en rencontrent pas. Et il faut aussi dire que, conformément au code de procédure pénale, pourquoi même en arriver là-bas? L'essence même d'un état de droit, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, à tout moment où cela est requis par la justice, tout le monde peut faire l'objet d'une garde à vue. Et je crois que dans les conditions prescrites par la loi, et je me réjouis que vous venez de dire que pour le moment, aucune information officielle venant du parquet, notamment le procureur de la République, n'est connue. Et donc j'aimerais quand même qu'on puisse relativiser le fait de dire qu'il n'y a pas eu de mandat de perquisition. Classons-le dans les ondes dits, s'il vous plaît. Parce qu'on pourrait être en porte-à-faux si jamais le procureur de la République s'exprimait dessus. Je ne pense pas non plus que ce serait le cas, vu le rang de la personnalité. Mais je sais quand même, et nous l'avons tous vu, qu'il y a au moins une manifestation illégale, dans ce sens où les organisateurs ne sont pas connus. Nous avons au Togo, qui est un état de droit, une loi qui demande à ce qu'un certain formalisme soit respecté avant qu'une manifestation ait lieu. Et à notre grande surprise, ce formalisme n'a pas été respecté et on voit l'intéressé, Mme Marguerite Nyakade, venir faire un communiqué, une adresse publique disant qu'elle soutient ce genre de manifestation, qui n'a connu aucune déclaration au niveau de l'autorité compétente. Ça, c'est le premier point. Plus loin, cette déclaration surprenante venant d'une ancienne ministre des Armées s'est suivie de faits encore plus graves. Il y a eu un début d'exécution de cette manifestation. Et nous avons vu tous ces images. Nous les avons où un représentant des forces de l'ordre l'a fait retourner pendant qu'elle était à la tête d'une file. Nous avons tous vu cela. Et nous avons tous connaissance qu'à plusieurs reprises, il y a eu des écrits appelant l'armée togolaise à prendre ses responsabilités. Est-ce à dire que bien avant cela, l'armée togolaise ne prenait pas ses responsabilités?
Comment peut-on qualifier cela si ce n'est peut-être, je ne suis pas le parquet, si ce n'est peut-être atteinte au moral des troupes, appel à fin. Je crois que déjà, au moins, je ne dis pas que c'est le cas. En tout cas, sur ces 3 éléments que je viens de citer, ces éléments sont au moins sanctionnés par le code pénal. Je ne dis pas que je ne répète pas, mais je pense qu'il y a des raisons sérieuses pour lesquelles elle peut être appelée à s'expliquer. Donc, il faut faire l'amalgame entre une opinion réprimée et des faits graves constitutifs d'infraction qui sont durement sanctionnés par le code pénal. Et je le dis encore une fois, personne n'est au-dessus de la loi. À tout moment, on peut demander que vous soyez en garde à vue. Le délai minimum, c'est de 3 jours. Si le procureur le décide, si les conditions sont réunies, ça peut aller jusqu'à 8 jours. Et donc, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que les droits de la personne en garde à vue soient respectés. D'accord, Samson, on a suivi les sorties de Mme Niakhaday. J'ai envie de dire qu'on n'a pas vu ou entendu dans ces sorties, on n'a pas lu ou entendu de propos séditieux. Est-ce que vous pensez que son interpellation est une atteinte à la liberté d'expression ou, comme le dit Zana, c'est le cours normal d'une enquête judiciaire? Comme l'a dit le co-débatteur, pour l'instant, on est dans le conditionnel. Il y a rien qui a été annoncé. Mais j'aimerais dire à Zana qu'on peut avoir une situation de crise larvée. La crise n'est pas forcément un blocage matériel que vous rencontrez. Ça peut être une tension nerveuse dans le pays. Et si lui arrive à exercer ses activités tranquillement, moi je remarque une tension nerveuse. Qui relève d'un neurologue, non? Quand je discute, non, je ne suis pas un neurologue. Non, je te taquine. Je remarque une tension quand vous discutez avec les gens de votre génération, des générations passées. Je remarque une tension dans le quotidien des populations togolaises. Ça, c'est ce qu'on appelle une crise larvée. Que les instigateurs soient de la diaspora, soit des blogueurs, cela importe peu. Ces gens-là ont aujourd'hui, l'État déploie des moyens pour empêcher des manifestations parce que ce que ces gens-là disent trouve écho au sein d'une partie de la population. Qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, je laisse chacun en décider. Tout à fait. Ce que Marguerite Niakhaday a dit dans ses propos relève d'une critique du régime auquel elle-même elle a appartenu. Je dirais même plus, elle fait même partie de la famille qui constitue le socle de ce régime-là. Mais la politique, ce n'est pas un dogme. Je l'ai dit quand on parlait plutôt du Cameroun. Je peux être avec toi aujourd'hui parce qu'en politique, on défend des idées. On ne suit pas une personne. Si je me rends compte qu'après 20 ans, même si nos enfants se sont mariés, même s'il y a eu beaucoup de choses entre nous, je me rends compte qu'après ça, tu n'incarnes plus les idées que je défends. Je peux me libérer et commencer par parler contre toi. Ça, c'est mon opinion. Et le jeu démocratique voudrait que tu ailles me contredire par un débat d'idées, pas par la force. Lorsqu'elle dit de prendre ses responsabilités, ce n'est pas des propos séditieux. À mon sens du moins, ce n'est pas des propos séditieux, parce que c'est assez vague. Chacun comprend le mot responsabilité comme il l'entend. Et en droit pénal, on ne peut pas, par induction, l'induction ne constitue pas, on ne peut pas dire, parce que tu as dit ça, c'est que tu voulais dire ça. Donc pour ça, on te met ici. Non. Un état de droit est un état dans lequel l'état lui-même est soumis à la loi. Et un état soumis à la loi a une obligation de clarté envers sa population. Je pense que ça fait quand même bientôt 48 heures, si je ne me trompe, ou 72 heures, que l'interpellation a eu lieu. Le bon sens voudrait quand même que le parquet, le procureur, fasse une sortie pour expliquer ce qui se passe. En ne le faisant pas, en ne communiquant pas, on communique. Il donne raison à ceux qui pensent que l'arrestation a eu lieu en dehors de tout cadre légal. Et donc, même lui, actuellement, ne sait pas forcément ce qu'il faut aller dire. Le mieux, il faut qu'on clarifie la situation plus tôt, c'est qu'il fasse une sortie et qu'il puisse s'exprimer. Mais je le dis encore une fois, le droit pénal demande l'intention, l'élément intentionnel et l'élément matériel. On ne fait pas d'induction en droit pénal.
Parce que tu viens quelque part, tu dis ça, on suppose que c'est parce que tu fais ça. Non, il n'y a pas ça en droit pénal. Si on suppose qu'il y a eu infraction, qu'on qualifie clairement l'élément matériel et l'élément intentionnel, et qu'on donne à la personne en question le droit de se défendre. Actuellement, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et dans une situation de crise larvée, il est dangereux de laisser cette rumeur-là continuer par faire long feu. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Louis Kamako, le plus urgent à l'état actuel, c'est que le procureur s'exprime? Oui, bien sûr, il doit s'exprimer. Parce que Samson l'a dit, s'il ne communique pas, des Togolais vont continuer par communiquer à sa place. Et ça donne libre cours en fait aux rumeurs. Et comme l'a dit, malheureusement, nous sommes dans une crise, même si M. Sana ne veut pas le reconnaître. Et là, ça ne fait qu'envenimer la situation. C'est ce que ça ne fait qu'envenimer la situation parce que vous arrêtez. Bon, en fait, on interpelle une ancienne ministre des Armées. C'est pas quand même un citoyen lambda. C'est vrai que de par le passé, on a eu à connaître ces gens d'arrestation. Je veux parler de M. Gnassingbé Bekpacha, qui est le demi-frère du président du Conseil. Vous avez également l'ancien général des forces armées togolaises, Félix Katanga, qui ont été arrêtés. Mais je crois qu'aujourd'hui, la situation, comme je le disais tout à l'heure, que cette arrestation-là est intervenue dans un contexte de crise, de tension. Et donc, je crois que si on ne communique pas, et que s'il faut avoir les informations, il va falloir certainement remonter. Il faut forcément aller chez les gens de la diaspora pour avoir l'information. Et jusque-là, ce ne sont pas des spéculations, parce que jusque-là, il n'y a aucune fiabilité. Tout le monde est en train de se masturber intellectuellement. Et voilà, donc je pense que ça n'arrange pas en fait même ou bien le judiciaire aujourd'hui. Et ça pose en réalité le respect des droits fondamentaux dans le pays. Moi, je disais tout à l'heure, parce que l'entourage de la dame ou bien de l'ancienne ministre a justement arrivé à donner quelques bribes d'informations aux journalistes. Et puis, donc, ce qu'on a eu à assister, ça dit que vous allez voir qu'il y a des médias qui disent que ceux qui sont allés arrêter la dame, ils étaient cagoulés et tout cela. Donc, si on laisse... Bon, ça, c'est pas non plus... Ça peut être normal. Quand on envoie des gendarmes ou des militaires en ça opération... Ça dépend de ce qu'on soupçonne, ce qu'on reproche à la dame. Voilà. Donc, mais jusque-là, il faut d'abord qu'il y ait une communication officielle pour situer les uns les autres. Donc, je crois que aujourd'hui, le parquet gagnerait mieux, justement, en communiquant à temps sur ce sujet-là. Ça va permettre, en fait, aux gens de savoir de quoi la dame est accusée. S'il faut justement la soutenir, on va la soutenir. S'il faut la laisser aller répondre de ses actes, je pense qu'on va la laisser répondre de ses actes. Parce qu'avec ça, je ne pense qu'on est en train de s'offrir une bonne publicité à l'étranger. Parce que tout ce que les gens disent aujourd'hui, les voix qui s'élèvent aujourd'hui pour la défendre parlent arrestation arbitraire. Arrestation arbitraire, arrestation manu militari. Je pense que c'est des choses en réalité qui ne nous avantagent pas, c'est des choses en réalité qui ne polissent pas l'image du Togo à l'étranger. D'accord, Zana, est-ce que à l'heure actuelle, on peut se permettre de penser que Madame Niakhaday a été interpellée pour autre chose que pour ses propos? Non, moi je dis que on ne peut pas aujourd'hui présumer. Nous sommes unanimes là-dessus. Et ma foi, je n'ai jamais imputé des faits à la dame interpellée aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a quand même des raisons suffisantes pour des choses, des faits qu'elle a eu à poser à la veille de certaines manifestations et certains propos qui, par exemple, je n'ai jamais dit que c'est le cas. Moi, je suppose que moi, personnellement, je pourrais interpréter comme atteinte au moral des troupes. Mais excusez-moi, je vous cite deux phrases d'une lettre. Quand on dit force de défense et de sécurité, sachez que votre vie a trop de valeur pour l'offrir à un seul homme. Ça veut dire que jusqu'alors, les forces de défense et de sécurité au Togo ont offert leur vie à un seul homme. Alors qu'en réalité, l'armée togolaise
elle est républicaine, elle n'est pas au service d'un homme, elle est au service des institutions de la République. C'est en réalité, cela pourrait être qualifié comme une atteinte au moral des troupes. Et ce genre de choses est sanctionné par le code pénal. Quand vous dites qui vous a volé votre honneur, votre dignité, votre aura, etc., ça veut dire en réalité ce que ça veut dire. Cela pourrait être qualifié comme atteinte au moral des troupes. Et c'est sanctionné par le code pénal. Mais je ne dis pas, tout en reconnaissant que c'est des propos quand même graves venant d'une personne qui a été ministre des Armées. Qui dit ministre des Armées, est-ce que lorsque vous avez occupé à une date récente ces responsabilités, vous n'êtes pas astreinte au devoir de réserve? Attention, la liberté d'expression est un fait, c'est un droit. Mais quand on occupe certaines responsabilités, s'exprimer d'une certaine manière peut vous exposer à la violation du droit de réserve. Je pense et je suppose que lorsqu'on a occupé une telle haute responsabilité comme ministre des Armées, on a un minimum d'obligation de réserve sur des questions aussi sensibles que l'armée. Mais est-ce que, parce que là on spécule. On spécule. Mais est-ce que ça ne rejoint pas ce que disait tantôt Zana, d'être dans une sorte de présomption? Vous avez dit ceci, alors ça voudra dire ceci. C'est ce que moi je dis. Moi je ne suis pas la présomption. Le cas de figure, c'est comme si aujourd'hui on lui faisait un procès dans ces conditions-là. Moi je dis je suppose. Quitte au parquet s'il choisit ces charges-là, de les démontrer, de les défendre à un procès. On n'est pas arrivé encore là. Moi, je dis, je suppose qu'on peut valablement, en tout cas, un officier de police judiciaire peut valablement la questionner sur ces éléments. Que voulez-vous dire par ceci? Est-ce que vous voulez dire, en tant qu'ancien ministre des Armées, que l'armée a été au service d'un homme? Par exemple. Donc, comprenez-moi, moi, je dis, en tout cas, il y a des éléments qui pourraient justifier une procédure comme telle. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au bout de cette procédure pour dire qu'on est en train de la condamner par induction. D'ailleurs, aucun procès n'est encore engagé. Oui. On est à l'étape d'enquête préliminaire. L'étape d'enquête préliminaire peut aboutir tout simplement à la fin de la garde à vue. Tout simplement. C'est pourquoi je dis que la garde à vue, tout le monde peut la vivre. Pour des raisons, pour une autre, tout le monde peut la vivre. Donc, le plus important, c'est que les droits de l'intéressé soient respectés. Moi, c'est ça le plus important pour moi. Ce qu'il faut espérer en ce moment-ci, c'est que la justice la justice a des motifs valables pour l'interpeller. Oui. Et pour ça, il faudrait que le procureur de la République fasse une sortie pour exposer ces motifs-là, pour que chacun puisse juger si ce sont des motifs valables ou non. Voilà. Je pense que Madame Nakadé n'a jamais été militaire elle-même. Elle a été ministre des Armées sans être militaire. Ce qui fait qu'elle a une liberté d'expression. Si un militaire sortait et disait ces choses-là, ça serait encore plus grave parce qu'on prend de la grande muette. Là, c'est différent. Mais c'est une civile qui a eu à gérer le ministère des Armées. Et d'autres diront, justement, face à l'absence de communication, d'autres diront que c'est parce qu'elle a été ministre des Armées qu'elle est plus à même de savoir qui l'armée sert, par exemple. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu... Qu'elle aura l'occasion de démontrer peut-être. Exactement. Tout à fait. Exactement. Vous voyez un peu. Donc pour l'instant, il faudrait quand même que la procédure se déroule dans les normes. Quand les rumeurs disent qu'il n'y a pas eu de mandat, vous savez, en temps de crise larvée comme en temps de crise normale, les rumeurs sont très dangereuses. Et il ne faudrait pas que celui qui pense peut-être qu'il a la force dans cette situation-là se dise, causez toujours, je m'en fous de vous, je fais ce que je veux. Parce que les crises larvées peuvent facilement devenir des crises matérielles très rapidement. Et lorsqu'il y a de cela quelques jours, le Parlement européen a conclu qu'un citoyen togolais irlandais était en détention arbitraire depuis des années et qu'il fallait le libérer immédiatement, ce qui a provoqué un tollé, on s'est insulté, tout ça. Et quelques temps après, nous offrons encore à l'extérieur ce spectacle assez flou, fait de beaucoup de si, de pourrait, de peut-être. Je pense que ça ne nous honore pas à l'étranger. Il faudrait que le procureur de la République sorte et nous dise dans ce qu'on reproche à Mme Nakadé l'élément intentionnel, l'élément matériel qui constitue l'infraction. Et je répète encore une fois, des suppositions, des inductions ne sont pas une infraction. Il faut qu'il y ait un élément matériel réel.
est un élément intentionnel réel. Et si c'est la liberté de parole qu'on lui reproche, je pense que cela serait quand même dommage, parce que jusque-là, il n'a pas dit prenez le pouvoir, force armées togolaises. Elle a dit prenez vos responsabilités, ne mourrez pas pour un seul homme. C'est sa façon de voir le comportement de l'armée. C'est sa lecture politique de la chose. On ne peut pas lui en vouloir ça. D'autres diront que l'armée républicaine, c'est leur lecture aussi. Donc c'est sur ça, sur ce point, qu'on la combat sur le terrain des idées tranquillement. Mais si, je le répète, s'il arrivait qu'il y ait des éléments intentionnels et matériels réels qui constituent l'infraction, alors qu'on respecte son droit à la défense, pour qu'elle puisse se défendre devant les tribunaux. Et on sait que cette affaire, elle doit être sérieuse, d'autant que l'artiste rappeur Amron aussi a fait l'objet d'une nouvelle interpellation. Louis Kamako. Oui, je crois que aujourd'hui, quand vous scrutez un peu la scène politique togolaise, Madame Nyakade et Amron constituent les voix critiques, les véritables voix critiques de l'opposition, mais vous avez des gens, comme on dit tout à l'heure, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, connaissent bien le régime en place. Parce que Amron, dont vous parlez, son papa, son géniteur, a été directeur général de la gendarmerie, donc c'est un fils en réalité du régime, ou bien le petit-fils du régime. Vous avez une ancienne ministre des armées, donc c'est des gens qui, à un moment donné, ont aidé, comme je le disais dans ma prise de parole, à consolider le régime. Et donc, à un moment donné, ils ont trouvé que ce n'est pas peut-être, ils auraient peut-être trouvé que ce n'est pas ce qu'il faut pour le peuple togolais. Et donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est une crise en fait à deux façades. Il y a la crise à l'interne et il y a la crise à l'externe. La crise à l'externe, là, c'est celle qui est entretenue, alimentée par ceux que nous appelons les blogueurs, les activistes. Et à l'interne, cette crise-là est alimentée par Madame Nyakade et Amron. Donc, je crois que si vous chutez comme tel en disant que Amron aussi a été arrêté, a été interpellé, ça veut dire qu'on ne se ferait pas taper sur les doigts si on affirmait tout droit que ces monsieur ou bien ce monsieur et cette dame-là ont été interpellés pour leur opinion publique. D'accord, on va suivre et attendre, espérer que le procureur s'exprime sur l'affaire. Merci messieurs d'être passés répondre à nos questions. Merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7 ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.